Bonjour chers élèves. Dans cette séquence vidéo, on va travailler sur la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Dans un deuxième temps, on va entamer la reproduction asexuée chez les plantes. Donc commençons maintenant par un petit résumé sur la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Et on va prendre le cas de polypodes comme exemple des plantes des fougères. Un petit rappel sur la classification des végétaux. Comme vous le savez déjà en première année collège, que le règne végétal, on peut le subdiviser en deux grands groupes, les plantes sans fleurs et les plantes à fleurs. En ce qui concerne les plantes sans fleurs, en se basant sur le critère de l'emplacement de la graine, quand on a la graine étant placée, enfermée dans un fruit, on parle des angiospermes. Dans le cas contraire, ça veut dire la graine n'est pas enfermée dans le fruit, on parle de gymnosperme. Pour les plantes sans fleurs, vous remarquez qu'on peut les regrouper en deux grands groupes, les plantes sans fleurs mais avec tiges et feuilles, et les autres sans tiges ni feuilles. Dans le premier exemple, les plantes sans fleurs avec la tige et la feuille, on peut parler des fougères. Dans le cas, on a les racines. Dans le cas de l'absence des racines, on parle ici des mousses. Voilà l'essentiel. Partons maintenant à l'observation d'un polypode. Généralement, l'organisation d'un polypode, on peut parler de trois grandes parties. La première partie, ce sont les racines appelées des rhizoïdes. Deuxième partie, ce sont une tige souterraine horizontale appelée le rhizome. Et la troisième partie, ici, c'est la feuille. La feuille avec deux parties, le pétiole ici, pétiole, et le limbe de la feuille. Donc, les deux, ils constituent ce qu'on appelle la feuille. Généralement, chez les plantes, vous remarquez la feuille qu'on connaît déjà, elle a cette forme, ce qu'on appelle le limbe, voilà, des nervures, et le pétiole ici. Vous remarquez la différence entre cette feuille du polypode et celle-ci, c'est que chez le polypode, vous remarquez que la feuille est découpée en plusieurs lobes. C'est pas une feuille totale comme ça, mais il est découpé en lobes. C'est pour cela qu'on parle que chez les polypodes, la feuille est découpée en forme de lobe. Passons maintenant à observer la feuille de polypode. Dans la face inférieure, chez un polypode mature, on peut observer facilement ces structures appelées les sores. Voilà, un sore ici, c'est un sore aussi. Chaque sort, ici, vous remarquez beaucoup de sorts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des sorts. Chaque sort se constitue de plusieurs structures, se forme de boules, se forme de sacs, appelés des sporanges. Voilà voilà un sporange. Sporange. Chaque, chaque sporange il produit au minimum, donc généralement, 64 structures, cellules appelées spores. Une spore. Comme résumé, chez le polypode, la feuille en stade de maturité, comme dans l'exemple 1, c'est une feuille mature. Ici, 2, c'est une feuille, et ici, c'est une feuille immature. Ici, c'est une jeune feuille qui est en train de se développer. Voilà ici le 4, on a parlé de rhizome. Ici, ce sont les racines ou bien les rhizoïdes. Les rhizoïdes, voilà. Donc ici, vous remarquez dans la feuille mature qu'il y a des structures 6 appelées des sores. Voilà, chaque sore, il contient beaucoup d'unités appelées sporanges. Chaque sporange, voilà, en stade de maturité. Quand il est mature, il peut s'éclater pour libérer ces petites structures appelées spores.
Ici, c'est un sporange mature. Dans ce cas, on peut parler d'un sporange immature. Passons maintenant à la germination de la spore. Dans le cas où une spore est tombée dans le sol et dans des conditions favorables, on peut avoir la germination de ces spores pour former une jeune protale, jeune plante verte, se forme d'une lame de petite taille que ne dépasse pas 1 centimètre, appelée le protale. Voilà le schéma d'un protale. Ici, c'est un spore, ancien spore, qui a germé et qui a donné cette nouvelle petite plante, petite lame verte, et qui contient au centre, ici, au centre, des organes reproducteurs femelles appelés archigones. Ici, en bleu, vous remarquez, ce sont des structures qui représentent l'appareil reproducteur femelle appelé anthéridies. Donc, chez le polypode, l'appareil femelle est appelé archigone, l'appareil mâle est appelé anthéridies. On ne peut pas observer ces appareils chez la plante de polypode. Je peux schématiser ça dans cette zone. Voilà le spore qui a tombé dans un sol. Quand on a des conditions de température ici et aussi de l'humidité, et quand ces conditions sont favorables, ce spore va germer pour donner naissance à une plante sous forme de cœur et qui contient au centre ce qu'on appelle les archigones, et chaque archigone contient un seul gamète femelle appelé oosphère. Et à la périphérie, il y a ce qu'on appelle les anthéridies, et chaque anthérydie, il libère beaucoup des entérozoïdes ou bien des gamètes mâles appelés entérozoïdes ou bien spermatozoïdes. Maintenant, la fécondation chez les polypodes. La fécondation chez le polypode, ici, numéro 1, c'est une jeune fronde, une jeune feuille. Ici, 2, c'est ancien, normalement c'est un spore. 3, ce sont les rhizoïdes. 4, c'est les anthéridies, ici. 5, c'est l'oosphère, voilà, dans ce cas. Le 6, ici, c'est l'archigone. Le 7, ce qu'on appelle l'entérozoïde. Et le 8, ici, c'est l'eau qui est nécessaire pour la fécondation chez le polypode. Donc, comme vous remarquez dans ce cas, voilà l'anthérydie qui contient les spermatozoïdes qui sont libérés maintenant, et ils nagent pour atteindre finalement l'oosphère qui existe dans l'archigone. L'archigone, c'est l'appareil reproducteur femelle. Observons maintenant, bien regardons maintenant ces deux vidéos pour bien comprendre le système de reproduction chez le fougère. Dépourvues de fleurs, les fougères disposent cependant d'un mode de reproduction très original. À la face inférieure de certaines feuilles, il est possible d'observer, à certaines époques de l'année, des taches aux formes et aux couleurs très variables selon les espèces. Ce sont des sores. Chez le polypode, qui est l'une des fougères les plus courantes de notre pays, ces amas d'aspect granuleux sont très facilement observables. Vus de très près, ils se révèlent être constitués de dizaines de petites boules que l'on qualifie de sporanges. Les 64 spores contenus dans chaque sporange sont ainsi libérés, parfois même expulsés vers l'extérieur. Leur taille et leur poids minuscules en font des sujets particulièrement adaptés au transport par les courants d'air. La production annuelle de spores par un pied de polypode est impressionnante, plusieurs millions pour un pied de taille moyenne. Mais ces spores disséminés un peu partout par le vent
tombent le plus souvent dans des endroits impropres à leur survie. À la surface des herbes ou des feuilles d'arbres, sur les toits, les routes, les plans d'eau. L'union d'un entérozoïde avec l'oosphère, contenu dans un organe femelle, engendre en quelques jours un minuscule embryon. Celui-ci se développe et grandit. Une première feuille encore miniature apparaît au-dessus du protale. Puis, très rapidement, d'autres feuilles apparaissent. Donc voilà pour la première vidéo. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo qui montre comment se développent les feuilles de polypode après la fécondation. Donc, en utilisant les réserves nutritives assurées par le protale. Donc, mais après l'apparition des feuilles, il va se baser pour assurer sa nutrition sur le phénomène appelé la photosynthèse. Et voilà comment le polypode, ou bien les fougères, règnent un milieu ou domine un milieu naturel. Donc, passons maintenant au cycle de développement de cette plante, de polypode ou bien des fougères de façon générale. Avant d'aller au cycle de développement, en commençant par ses conclusions générales. La reproduction sexuée chez le polypode nécessite l'intervention de deux appareils reproducteurs mâle et femelle. Ça veut dire qu'il est sexué. L'appareil mâle est appelé l'antéridie. L'appareil femelle est appelé l'archégone. Les appareils reproducteurs sont visibles chez le protale et non pas chez la plante de polypode. La reproduction sexuée chez le polypode passe par deux phases. La première phase est sporophytique, où se fait la production des spores dans des sporanges qui existent dans la face inférieure de la feuille de polypode. Et la deuxième phase, c'est la phase gamétophytique qui se caractérise par la production des gamètes au niveau du protale. Les spermatozoïdes ou bien entérozoïdes nagent pour atteindre les oosphères, d'où la nécessité de la présence de l'eau. Ça veut dire que s'il n'y a pas de l'eau, on ne peut pas avoir les spermatozoïdes qui arrivent chez les oosphères pour s'unissent entre eux pour former un nouvel individu. La fécondation est interne, car toujours elle se déroule dans l'appareil reproducteur femelle. Maintenant, passons au cycle de développement chez le polypode. Généralement, brièvement, commençons de la plante de polypode. Ici, c'est une plante mature. Dans sa face inférieure, on peut observer ces structures. Généralement, ce sont des sporanges. Les sporanges, aux phases de maturité ou bien au moment de maturité, ils s'éclatent, ils s'ouvrent, ils libèrent ce qu'on appelle des spores. Les spores, dans des conditions favorables, germent et forment ce qu'on appelle le protale. Dans le protale, il y a l'appareil reproducteur mâle appelé antéridie et l'appareil reproducteur femelle appelé archégone. Vous remarquez ici les spermatozoïdes ou bien entérozoïdes nagent pour arriver à l'appareil reproducteur femelle, d'où la nécessité de la présence de l'eau. Après la rencontre, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Et voilà la jeune plante, jeune polypode qui se forme, qui va agrandir pour devenir une plante polypode mature. Donc, la vidéo suivante va nous présenter l'essentiel de ce cycle de développement chez le polypode. Le cycle de vie des fougères passe par plusieurs phases. La phase dominante est la tige feuillée ou sporophyte. Le sporophyte, sous ses feuilles, possède des sacs remplis de spores. Ce sont les sporanges. Lorsque le sporange est mature, il libère un grand nombre de spores. La spore germe pour donner un gamétophyte. Le gamétophyte, ou protale,
portent à la fois les organes reproducteurs mâles, les entéridies, et femelles, les archégones. Le gamète mâle, issu des entéridies, se déplace en nageant dans les gouttes d'eau de pluie. Les gamètes mâles atteignent l'archégone. Un seul parvient à féconder l'ovule. Le jeune sporophyte fabrique très vite des tiges feuillées et une tige souterraine ou rhizome. Il vit un certain temps aux dépens du gamétophyte qui dégénère et meurt. On va directement aller vers la deuxième partie, c'est la reproduction asexuée chez les plantes. Ou bien, on peut dire, c'est la multiplication végétative. C'est une reproduction à l'identique sans partenaire. Il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Certains êtres vivants ont la capacité de se multiplier seuls, sans partenaire. C'est donc la reproduction asexuée. Ce sont les végétaux qui se reproduisent le plus souvent par reproduction asexuée. C'est pour cela qu'on peut parler de la reproduction végétative, parce que le plus souvent, c'est un phénomène qui est fréquent chez les végétaux. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la multiplication végétative ou bien reproduction végétative. L'importance de la reproduction asexuée ou bien la multiplication végétative réside dans sa rapidité. Elle est très rapide. Donc, la rapidité de produire des descendants est en grand nombre, ce qui n'est pas possible par la reproduction sexuée. Ce chapitre de la reproduction asexuée chez les plantes, on va le traiter sous forme de 2 points importants. Le premier point, c'est on va traiter les exemples de la multiplication végétative, naturelle. Donc on parle des exemples naturels. Dans un deuxième point, au dernier point, on va parler de quelques techniques de la multiplication végétative. 2 points importants et essentiels. Il faut, s'il vous plaît, les apprendre et les comprendre aussi. Donc, on va traiter des exemples ici, comme dans ce cas. Ce sont des exemples naturels. Et après, quelques techniques utilisées dans la multiplication végétative. Les exemples de multiplication végétative dans la nature. On va commencer par le premier exemple de la reproduction, c'est la reproduction par la tige. On va utiliser les tiges pour produire de nouvelles plantes. Et ici, voilà l'exemple chez le fraisier. Vous remarquez que le fraisier ici, voilà les racines, voilà les feuilles et voilà les tiges aériennes. Tout ça, ce sont des tiges aériennes. Quand une tige aérienne est en contact avec le sol, elles peuvent développer un système de racines et après, dans ce point, on va avoir un développement d'une nouvelle plante. Mais cette plante, elle va être identique à la plante mère. Donc, le fraisier émet une tige aérienne, appelée aussi stolon. On parle de la reproduction par stolon aussi, ou bien tout simplement par une tige aérienne, parce qu'il y a différence entre les tiges aériennes, comme dans ce cas. Dans ce cas, ce sont des tiges aériennes et des tiges souterraines, comme le cas qu'on a vu chez le polypode. Le rhizoïde, le rhizome, c'est une tige mais souterraine et non pas aérienne. Installant son feuille à la surface, s'enfonce dans le sol et donne la naissance à une nouvelle plantule. Deuxième exemple. C'est la reproduction par le bulbe. Voilà, c'est un exemple fréquent chez l'ail, chez les oignons, chez les tulipes. Donc, la partie souterraine de ces plantes, elle est appelée le bulbe. Chaque cailleux, donc c'est un cailleux, ce sont des cailleux. Chaque cailleux germe dans le sol et donne une plante d'ail entier. Ça veut dire on peut produire une plante entière euh, tout simplement par un développement des cailleux, des bulbes de la plante. C'est une méthode asexuée, ne nécessite pas l'intervention de la fleur ou bien du mâle et de la femelle. Troisième exemple, la reproduction par les tubercules. Ici, les tubercules. Les tubercules, comme le cas des pommes de terre,
est une tige. La tubercule, c'est une tige souterraine, s'il vous plaît. C'est pas une racine, parce que la plupart fait la confusion entre une tige et une racine, parce que la pomme de terre toujours est sous sol, donc on croit que c'est une racine, mais normalement c'est une tige souterraine. Pourtant, des bourgeons. Vous remarquez dans cette photo que voilà, vous voyez, ici, il y a des bourgeons, des yeux, ici, œil et des bourgeons. Donc, à partir de ces bourgeons, on peut avoir la naissance d'une nouvelle plante. Chaque bourgeon germe dans le sol et donne une nouvelle plante de pommes de terre. Voilà la formation des racines adventives. Et voilà, la plante va se croire donner une tige. Après, elle va donner une plante complète. Voilà, exemple clair. Tubercule de pomme de terre, donc qui germe, forme des racines adventives. Après, elle va former une plante. Mais il faut mettre le point sur que les réserves nutritives qui existent dans le tubercule originaire, elles sont épuisées. Quand la plante forme ses feuilles, donc il va utiliser la photosynthèse pour produire de la matière organique qui va la stocker dans de nouveaux tubercules. Et voilà l'état général, ou bien la feuille de la pomme de terre. N'oubliez pas que la pomme de terre, s'il vous plaît, c'est une plante à fleurs. Elle produit des fleurs. Ça veut dire qu'ils peuvent se reproduire, soit sous forme de reproduction sexuée, en utilisant, comme le cas des angiospermes, c'est une angiosperme généralement, et voilà le cas fréquent utilisé par les agriculteurs, c'est la reproduction asexuée par les tubercules, parce qu'elle est rapide, elle produit beaucoup. Quatrième exemple, le quatrième exemple, c'est la reproduction par les racines. Dans ce cas, elle est différente des tiges. Donc, je prends l'exemple de l'iris, dans ce cas, est une plante qui peut se multiplier à partir des racines qui poussent horizontalement et donnent naissance à des nouvelles plantes. Voilà, ici, voilà l'iris. Ce sont des racines dans le sol. L'une des racines se développe, forme d'un rhizome. Ce rhizome peut donner naissance aux nouvelles plantes. Et voilà comment se développe une plante à rhizome. Passons maintenant à la reproduction asexuée chez les plantes, les techniques utilisées par les agriculteurs dans le domaine de la multiplication végétative. Et je vais commencer par la première technique, c'est le greffage. C'est quoi le greffage? Tout simplement, le greffage consiste à assurer la soudure d'un organe végétatif appelé greffon sur une autre plante enracinée appelée porte-greffe ou sujet. Les deux plantes doivent être de la même famille. C'est clair. Si la greffe est bien faite, le sujet nourrit le greffon comme s'il s'agissant de ses propres branches. L'exemple est clair. Voilà le greffon qu'on a préparé. Voilà le porte-greffe. On va appliquer ce greffon ici, comme montre l'image 3, avec la ligature. C'est une sorte de fil entouré qui entoure et qui essaie de souder ce greffon avec la plante porte-greffe. Et voilà le résultat final. Écoutons maintenant, bien, regardons maintenant ces deux vidéos qui expliquent ce mode de reproduction, bien, qui expliquent cette technique. Il existe deux grandes méthodes pour multiplier les pêchers. La première et la plus simple, c'est avec un noyau. Deuxième méthode, la greffe en écuisson à œil dormant qui a lieu au mois d'août. Pour greffer un pêcher, on a besoin de greffons, des greffons d'une variété, que nous allons prélever à l'intérieur. Ce sont des rameaux de l'année. Ils sont sains et sans maladie et souvent bien poussants. Ces mêmes rameaux, maintenant, nous allons les installer, les greffons, sur un prunier. Ça aurait pu être un pêcher franc issu d'un noyau ou sur un mandier. Ici, nous avons choisi un prunier. Ce jeune prunier est issu d'un quetché, d'un mirabellier ou d'un renne claudier planté à quelques mètres d'ici. Nous allons le préparer avant la greffe.
On va retirer quelques branches à la base pour avoir une seule tige. Je retire les brindilles autour du tronc jusqu'à 50 cm, voire 80 cm d'auteur. Avec un greffoir, je vais écarter l'écorce en forme de T. D'abord avec une fente perpendiculaire et une fente dans le sens de la longueur. Avec la spatule, je vais écarter l'écorce qui se décolle facilement, signe que l'arbre peut être greffé. Passons maintenant au prélèvement du greffon issu de notre pêcher. Avec un greffoir très tranchant, je prélève un œil dormant, 1 à 2 cm sous le bourgeon, et je récupère ce greffon. Puis je retire le bois, la petite esquille qui est à l'intérieur du greffon. La greffe, le greffon, pour qu'elle reparte, il faut qu'elle soit écorce contre écorce. Sans attendre, je glisse l'écusson à l'intérieur de la fente en forme de T. Je plaque bien le greffon au fond de la fente. Toujours avec mon greffoir, je coupe la partie supérieure au niveau du T. J'utilise du raffia qui est trempé dans l'eau depuis au moins une douzaine d'heures. Il faut que le raffia fasse du bruit au moment où on va le mettre. Je commence par la partie supérieure, en haut, et je ligature hermétiquement mon greffon en laissant simplement le bourgeon apparent. Ainsi, mon prunier est devenu un pêcher. À partir du mois de mars, lorsque le bourgeon va commencer à démarrer, lorsqu'il fera une vingtaine de centimètres, avec mon sécateur, je couperai la partie supérieure. Et lorsque le greffon commencera à pousser, je ligaturerai le greffon, le pêcher, sur le prunier. Ainsi, j'aurai un nouveau pêcher dans mon jardin. Comment obtenir d'excellentes tomates comestibles grâce à une pomme de terre? Le principe est simple. Avec une pomme de terre, vous allez la rempoter, vous allez la mettre dans un terreau, dans un pot. Vous allez bien l'arroser. La pomme de terre va se développer dans un endroit hors gel, pourquoi pas dans une véranda ou sous une serre ou sous un châssis. Cette pomme de terre se développe, elle va donner des branches, elle va pousser bien entendu, donc des feuilles, qui est une multitude de feuilles et de tiges. À partir de ce moment-là, nous allons l'utiliser comme pied-mère, comme porte-greffe. Je vais couper toutes les branches sauf une. Ce pied de tomate, je vais le greffer sur ma pomme de terre. Donc je vérifie la tige, donc je vais quand même prélever dans la partie supérieure de mon pied de tomate. Alors ici, il s'agit d'une Montfavet. Donc je coupe par rapport à l'épaisseur, donc ces deux-là vont être encore légèrement trop grosses et je vais conserver la tige qui est ici. Je coupe la tige de mon pied de pomme de terre, je récupère la tête de mon pied de tomate. Alors maintenant, le but, c'est d'associer le greffon avec le pied de pomme de terre. Utiliser un petit clips qu'on trouve facilement dans le commerce, un clips greffe tomate. Mon greffon tient sur mon pied de pomme de terre. Je vais mettre une soucoupe par-dessous, un peu d'eau dans la soucoupe pour arroser ma pomme de terre tomate. Et la réussite passe par la culture à l'étouffée. Vous utilisez une bouteille en plastique, vous coiffez votre bouture. Voilà, il faut que la bouteille tienne très bien, donc plutôt à l'abri du vent, mettez-la plutôt dans une véranda, sous une serre, une température de 20-25 degrés, plutôt au mi-ombre pour éviter le plein soleil. Et lorsque le greffon sera bien reparti, vous allez voir, elle va se développer, vous retirerez cette bouteille et ce pied de tomate avec la pomme de terre à la base, je vous conseille de la planter dans un bac. Vous aurez à la fois des tomates dans la partie supérieure et lorsque votre pied de tomate sera fané, vers le mois de septembre, octobre, voire novembre, vous arrachez votre pied de tomate et il y aura des pommes de terre au pied. Pommes de terre en dessous, tomates par-dessus.
Juste un dernier conseil, sachez que les pommes de terre auraient tendance à prendre le dessus sur les pieds de tomates. Alors surtout, n'hésitez pas à couper les tiges au fur et à mesure qu'elles poussent. Les tiges des pieds de pommes de terre au profit du pied de tomate. Maintenant, passons à la deuxième technique appelée marcottage. Le marcottage, c'est une technique qui consiste à recourber dans un sol humide ou à introduire dans un pot fendu latéralement une partie d'un rameau sans le détacher de la tige mère. Le rameau ainsi préparé est un marcottage. Ainsi, le marcottage consiste à faire développer des racines sur des tiges dressées ou rampantes sous quelques centimètres de terre. L'exemple est clair ici. Comme vous voyez dans la planche, ou bien de la figure, voilà une tige aérienne. On l'a fait enterrer ici, donc ils peuvent donner naissance aux racines. Après, ces racines vont donner une autre plante et on peut couper la liaison entre les deux plantes. Donc, observons, regardons ces deux vidéos encore. Vous possédez un olivier en pot et depuis quelque temps, un nouveau rameau commence à pousser le long du tronc. L'occasion de faire une marcotte. L'intérêt d'avoir un olivier monté sur tige, c'est d'avoir son tronc et l'olivier qui pousse à la cime de son tronc. Si sur ce même tronc, d'autres tiges, d'autres rameaux commencent à pousser, on va avoir une division, on va perdre complètement son allure. Alors, la première solution, c'est de la couper, mais nous allons en profiter pour faire une marcotte. Alors ici, il s'agit d'un marcottage aérien, car si on pliait ce rameau à la surface du pot, on risquerait de briser cette même branche. On va passer maintenant à la préparation du pot. Alors pour bien réussir un marcottage, comme une bouture, l'olivier souhaite un substrat bien drainé. Donc je glisse des gravillons, ce sont des graviers, sur 2 voire 5 cm d'épaisseur. J'ai profité du trou du pot pour y glisser un fil de fer. Ce même fil de fer va me servir à maintenir la marcotte une fois que j'aurai terminé d'y mettre le terreau. Alors ce terreau est à base de moitié terre de jardin et moitié terreau, un genre terreau universel. Je remplis aux 2/3 ce pot et maintenant mon pot est prêt à recevoir la marcotte. Cette marcotte a besoin d'être habillée, donc je retire les feuilles à la base, il ne faut jamais enterrer de feuilles. Donc sur quasi la moitié de la tige, avec un sécateur ou un objet bien coupant, ça peut être un cutter, je vais pratiquer quelques petites incisions sur la branche. Là c'est pour faciliter l'enracinement par la suite. Donc quelques petites incisions, donc ça fait une petite blessure en réalité, donc dans le sens de la longueur. Je vais maintenant placer le pot sous ma marcotte, la marcotte qui va être maintenue grâce à mon fil de fer aussi qui est retenu par le bas, ça va permettre à cette marcotte de ne jamais remonter, et je complète mon pot avec toujours ma terre et mon terreau par-dessus. Voilà, maintenant ma marcotte est pratiquement terminée, un petit tuteur pour bien la maintenir droite, et maintenant je l'arrose copieusement. Le marcottage d'un olivier peut quasiment se faire toute l'année, sauf en période de gel. Mais la meilleure période, tout de même, c'est au moment où il est en pleine végétation, à partir du mois d'avril, mai, juin, juillet, et jusque pratiquement au mois d'octobre. Alors l'intérêt de la marcotte aérienne sur un pot, c'est que ça permet de bien le surveiller. Donc on va poursuivre l'arrosage de notre olivier, et puis comme mon olivier, il y a un petit paillage avec de la paillette de miscanthus, eh bien je vais en profiter pour en mettre par-dessus, pour éviter le dessèchement. Cette marcotte sera définitivement enracinée au bout de 6 mois. C'est-à-dire si vous l'avez fait en automne ou en été, vous pourrez la détacher au printemps suivant en coupant la tige qui sépare le pied mère avec mon jeune olivier. Le romarin est un petit arbuste qui pousse naturellement dans la garrigue. Dans le jardin, il se marcotte très facilement. Le romarin est plus facile à marcotter lorsqu'il a encore une petite taille car ses pousses sont très tendres. Donc on va choisir une branche basse et je vais la dénuder. Je retire toutes les petites brindilles qui sont le long de la tige sur 10 ou 15 voire 20 cm. Je la plaque sur le sol.
je la recouvre avec mon substrat, ma terre du jardin, et avec des pics, je la plaque sur le sol. Ainsi, ma marcotte est terminée. Alors c'est une marcotte qui peut se pratiquer pratiquement toute l'année, sauf lorsqu'il fait froid. La marcotte sera enracinée lorsqu'elle va véritablement commencer à se développer. Sinon, vous pouvez toujours tester un tout petit peu, vous tirez légèrement sur la tige. Si elle adhère au pied, c'est-à-dire qu'il y a un bel enracinement, eh bien vous prendrez votre sécateur, vous le couperez à la base et vous pourrez transporter votre romarin dans un autre carré de jardin ou dans un autre jardin. Passons maintenant à la dernière technique, c'est le bouturage. Le bouturage généralement consiste à détacher et à isoler de la plante mère un fragment d'organe végétatif appelé bouture et à la mettre en terre sans racines. Au bout de quelque temps, il y a l'apparition des racines et par la suite une nouvelle plante. Le bouturage in vitro est une technique moderne qui permet de reproduire une plante en très grand nombre, ce qui est très intéressant pour les agricultures. Observez bien qu'est-ce qu'on a ici. Donc, on peut détacher cette bouture, cette partie qui est appelée bouture, voilà, comme dans ce cas ici. Donc, on a détaché à partir de cette zone et à partir, on parle de cette bouture, et on va implanter cette bouture qui va donner des racines, qui va donner des racines ici, et une plante qui va se développer. Écoutons maintenant, bien observons la dernière vidéo. Si vous rêvez d'une bordure de thym dans votre jardin ou sur le balcon, je vous propose de les bouturer dès le printemps jusqu'en été. Bien que les boutures de thym peuvent se réaliser pratiquement toute l'année, sauf pendant les périodes de gel et lorsqu'ils sont en fleurs. Alors pour bouturer un pied de thym, vous avez besoin de peaux biodégradables, un terreau spécial semis et une barquette non percée. Je commence par remplir mes pots biodégradables avec mon terreau spécial bouture. Avec une paire de ciseaux, je coupe l'extrémité des tiges de thym. Alors les tiges sont très fines, d'où l'importance d'utiliser une paire de ciseaux. Et à la base de ces boutures, il y a de toutes petites feuilles et vous allez les retirer. Et je fais un avant-trou au milieu de mon pot pour piquer la bouture. Alors pour réaliser les boutures de thym, je vous conseille d'en faire plusieurs dans le même pot. Plus il y en a, mieux ça ira. Allez, je prélève une autre bouture, donc minimum 3 boutures par pot. Je dégage toujours mes feuilles à la base, la tige est propre et nette. Si vous enterrez une feuille, il y a toujours un risque de pourriture. Mon avant-trou, bien que le thym supporte la sécheresse, la bouture, il lui faut de l'eau au pied. Donc versez 2 à 3 cm d'eau au fond, que l'eau monte par subirrigation dans le pot. Je vais couvrir ces boutures maintenant avec un couvercle par-dessus pour provoquer une culture à l'étouffer. Alors au tout début, on peut laisser fermer quelques jours, placer plutôt mi-ombre. S'il y a suffisamment d'ombre, eh bien je vous conseille de les couvrir avec une toile en jute. La toile en jute qui va me servir d'ombrière. Ainsi, vos boutures vont s'enraciner assez facilement. Au bout d'une dizaine de jours, 15 jours, il faut quand même un petit peu de temps. Vous retirez l'ombrière, vous ne la laissez pas trop longtemps. N'oubliez pas que le thym, c'est une plante de plein soleil et vous découvrez vos boutures. Et au fur et à mesure qu'elles vont pousser, et j'ai un exemple sous les yeux, les boutures qui ont été réalisées déjà depuis quelques temps, je recoupe les têtes de mon thym pour qu'ils soient beaucoup plus trapus pour bien réaliser cette bordure de thym. Des têtes qu'on peut aussi bien rebouturer une nouvelle fois. L'intérêt d'une bouture piquée dans un pot biodégradable, vous pouvez planter ce pot directement en terre en laissant votre bouture telle qu'elle. Ainsi, vous êtes sûr de réussir à 100% votre bordure de thym.